Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 55. Et oui, un nouveau numéro de l'Exode Call, ça faisait un bon moment que je n'avais pas proposé d'Exode Call. J'ai beaucoup proposé de petits Exode Call étant donné que je n'avais pas beaucoup de temps pour vous proposer des exercices plus consistants. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice plus consistant qui est donc ici le suivant, un exercice d'algèbre. On considère l'ensemble GP formé de l'union des racines P puissance m de l'unité, avec l'union qui fait le tour sur les valeurs de m entier naturel, et P est un nombre premier fixé. On pose la question, quels sont les sous-groupes stricts de GP munis de la loi Foy? La loi Foy comme pour les nombres complexes. Bon, alors là, il y a quelque chose qui doit vous tarauder tout de suite, là. Il me parle, là, vous devriez vous dire, il me parle de chercher des sous-groupes de GP avec la loi Foy. Mais GP, c'est un groupe? La réponse est oui. GP est un groupe. Et ça, ça peut paraître étonnant si vous n'avez jamais vu ça avant. Alors bon, il y a un mini-exercice, vraiment un exercice qui est limite un truc de cours. Hein. Enfin, c'est même pas limite, c'est vraiment, je pense, c'est une question de cours. Et donc, je vous propose de faire déjà ce mini-exercice avant qu'on se lance dans le gros exercice ici. Je vais vous proposer ce petit exercice vraiment très très classique qui est le suivant. Donc j'ai G avec étoile, une loi étoile qui forme un groupe. J'ai A et B, deux sous-groupes qu'on peut noter inférieurs comme ceci de G. Donc A et B sont des sous-groupes de G. Et je demande à montrer que A union B est également un sous-groupe. Voilà. Sous-groupe de G. Si et seulement si A est inclus dans B ou B est inclus dans A. C'est un joli petit exercice, exercice très proche du cours, hein. Un élève de première année devrait être censé savoir faire ça. Alors je vous invite donc, si vous ne l'avez jamais vu avant, en tout cas si vous êtes en train d'apprendre des choses sur les groupes ou des jeux comme ça, je pense que c'est vraiment l'occasion là de pratiquer tout de suite avec un exercice comme ça, pas très difficile. Je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre ce mini-exercice avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Et puis bien sûr, juste après cette résolution, on va se lancer vraiment dans le gros du gros, d'essayer de démontrer, d'étudier ce que peuvent être les sous-groupes stricts de GP. En montrant que GP est un groupe aussi par-dessus le marché. Ok, alors pour cet exercice, vraiment il faut déjà repérer le sens de l'équivalence qui est le plus simple à démontrer. Et bon il y a ce sens-là qui est tout simplement évident. Évident pourquoi? Parce que si je fais A union B, quand A est inclus dans B, ça va donner B. Et puis si je fais A union B quand B est inclus dans A, ça va donner A. C'est aussi simple que ça. Et je sais déjà de base que A et B sont des sous-groupes de G. Donc terminé. A union B sera bien un sous-groupe de G dans les deux cas. Intéressons-nous maintenant au sens plus compliqué. Et pour ce sens plus compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une preuve par l'absurde. Et la preuve par l'absurde, on va la faire de la manière suivante. On va supposer que A n'est pas inclus dans B et B n'est pas inclus dans A. Supposons ça, un instant. Ok? Alors si A n'est pas inclus dans B, ça veut dire qu'il existe, donc le premier point me dit que il existe X dans A tel que X n'est pas dans B. Et puis le deuxième point me dit qu'il existe Y qui est dans B, mais qui n'est pas dans A. Bon, très bien. Ok. Mais je sais que l'union est un sous-groupe. Donc on sait que A union B, c'est l'hypothèse à partir de laquelle on part. Donc, et sous-groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends deux éléments dans l'union et que je fais l'étoile de ces deux éléments, je reste dans le groupe. Si je multiplie par l'inverse, etc. Enfin, il y a un inverse qui existe, etc. Il y a un élément neutre, blablabla. Bla bla. Bon, là le truc très important, c'est surtout le fait que c'est interne, dans un premier temps. Et le fait que c'est interne, ça va me permettre de dire déjà que X étoile, donc, si je m'amuse à faire X étoile Y, et ça c'est dans l'union.
Mais du coup, si c'est dans l'union, ça veut dire que x étoile y soit appartient à A, soit appartient à B. D'où x étoile y appartient à A, ou x étoile y appartient à B. Bon, alors premier cas de figure, si x étoile y appartient à A, je sais que x appartient à A. A est un sous-groupe. Donc ça veut dire que x admet un inverse dans A. D'accord? Et rien ne m'empêche de multiplier mon produit par cet élément qui est dans A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme, donc là dans ce premier cas de figure, comme x est dans A et A sous-groupe de G, eh bien x admet une inverse. Alors normalement on parle de symétrique. Hein. Permettez-moi de parler d'inverse comme pour une multiplication. Mais c'est vrai que je devrais parler de symétrique. Bon là je me permets de parler d'inverse. Donc admet une inverse dans A. On peut noter x-1. Et alors, eh bien, si je fais x-1 étoile x étoile y, je vois que ça fait y. Et je remarque que là, je suis en train de faire une étoile entre deux éléments qui sont dans A. Donc ça veut dire que ce produit donne un élément qui doit être dans A. Or, y n'est pas dans A. Donc contradiction. Alors là, on pourrait se dire, ok, bah dans ce cas-là, je vais regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Et de l'autre côté, je ne vais pas écrire tout le raisonnement, mais c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de multiplier par y-1. Donc c'est-à-dire que là, je vais juste écrire que si je fais x étoile y étoile y-1, je vais conclure que x appartient à B, alors que j'ai supposé que x n'appartenait pas à B. Bon, bah on a donc une contradiction, quoi qu'il arrive, peu importe le choix qu'on fait, et donc, bah on conclut que, en effet, l'hypothèse ici est fausse, ce que j'ai supposé ici est faux, et donc ça veut dire que A est inclus dans B, ou B est inclus dans A. Terminé. Bon, c'est un joli petit exercice qui d'ailleurs a une autre a une autre version qui existe pour les espaces vectoriels. La même version existe pour les espaces vectoriels. Si j'ai A et B des sous-espaces vectoriels d'un certain espace vectoriel E, alors on peut montrer que l'union est un sous-espace vectoriel si et seulement si l'un est inclus dans l'autre ou l'autre est inclus dans l'un. Donc c'est vraiment le même genre d'énoncé qui existe pour les espaces vectoriels. Et de toute façon, bah, c'est plus ou moins normal que les espaces vectoriels, ça marche aussi de la même façon. C'est parce que bah, déjà les groupes, ça marche comme ça. Donc un espace vectoriel, c'est notamment un groupe en particulier. Un groupe additif, puisqu'en général, on met juste plus. C'est pas une multiplication quelconque, comme là je viens de le poser avec l'étoile. C'est juste l'addition. Donc il n'y a rien de spécial à dire. C'est juste, voilà, les espaces vectoriels, il y a le même genre d'exercice. Ok, et donc bah, le fait d'avoir ces résultats me permet d'une certaine manière d'affirmer que GP va être un groupe. Pourquoi? Bah parce que je suis en train de faire une union de groupes qui sont inclus les uns dans les autres. Donc c'est pas surprenant que ça puisse former un groupe. Alors maintenant on va le prouver proprement que GP forme un groupe. Et puis bah, après on va s'intéresser vraiment à cette question de sous-groupe strict de GP croix. Donc je vous invite à faire une petite pause maintenant pour démontrer par vous-même que GP est bien un sous-groupe est juste un sous-groupe de la sphère par exemple ou de C étoile, peu importe. Juste on va dire de C étoile. Donc montrer que GP est un sous-groupe de C étoile. Voilà le petit exercice que je vous propose avant vraiment de lancer les hostilités. Car malgré tout, comme je vous pourquoi je vous demande de faire ce petit exercice quand même, c'est parce que malgré tout, ici, on a affaire à une union dénombrable. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a donné dans l'énoncé précédent. Dans l'énoncé précédent, je fais l'union de deux groupes. Donc a priori, je peux travailler avec des unions qui sont juste des unions finies. Donc si je fais une union finie de groupe, oui, on va avoir le même genre de résultat qui dit qu'il va devoir y avoir des inclusions les uns dans les autres. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Mais si je fais une union dénombrable,
Là, a priori, c'est quand même beaucoup plus compliqué à manipuler. Il y a un saut entre le moment où je passe avec les unions finies et les unions dénombrables. On peut se poser la question, est-ce que ça marche, hein, quand je parle de saut entre le moment où on fait les unions finies et les unions dénombrables, pensez à ce qui peut se passer, pour ceux qui sont en deuxième année de classe prépa, pensez à ce qui peut se passer en topologie. Quand on fait une union de fermé, enfin une union d'ouvert dénombrable, ça peut donner un fermé. Ou une intersection de fermé peut donner un ouvert. Une intersection, je dis bien dénombrable, hein, de fermé peut donner un ouvert. D'accord. Donc pensez à ces exemples-là. Donc il peut très bien se passer ici pour des groupes quelque chose auquel on pouvait ne pas s'attendre. Mais je vous rassure, tout va bien se passer essentiellement parce qu'on travaille avec des nombres complexes. Bon alors voilà, maintenant encore une fois je vous invite à faire une mini pause pour essayer de résoudre juste déjà de montrer que GP est un groupe. Avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors c'est parti. Donc comme j'ai dit, on va tout simplement montrer que GP est un sous-groupe. Ce qui demandera moins de boulot de C croix, C étoile croix. Donc C étoile avec la multiplication. Bon, première chose, est-ce que 1 est dedans? Oui, 1 est dedans parce que c'est forcément dans un des UPMIM. Hein. Le 1, il apparaît dans tous les UPMIM. Donc en effet, première étape, je sais que pour tout M appartenant aux entités naturelles, eh bien U et racine PM, P puissance MIM de l'unité est un groupe, est un sous-groupe notamment de C étoile. Je vais partir de ce fait-là. Et donc ça veut dire que 1 appartient à ces sous-groupes-là. Donc en particulier, ça veut dire que 1 appartient bien à GP. Tout va bien. On a bien l'élément neutre pour la multiplication. Maintenant, quelle est la deuxième chose à faire? La deuxième chose à faire, c'est d'essayer de montrer que si je prends deux éléments dans GP, alors l'élément multiplié par l'inverse de l'autre élément appartient également à GP. Bon, alors je vais quand même faire un mini entre deux. Je vais quand même montrer que si j'ai un élément dans GP, son inverse est dans GP. Mais ça, c'est assez évident aussi, car si je prends X dans GP, c'est-à-dire que ce que je vais faire, hein, parce que c'est vrai que ça paraît peut-être pas évident ce que je suis en train de faire, mais ce que je vais faire, c'est juste que je vais montrer que GP est stable par inverse, donc par le fait de chercher un symétrique ou une inverse. Donc je veux essayer de montrer que si je prends un élément dans GP, son symétrique est également dans GP. Et après, je vais démontrer que juste le produit entre deux éléments de GP reste dans GP. Et c'est là où il va y avoir une petite difficulté, justement, de montrer que le produit de deux éléments dans GP et dans GP, ça va être une mini difficulté, pas très grande, hein, mais quand même. Il faut quand même se poser les bonnes questions. Donc si X est dans GP, bon ça veut dire qu'il existe un M. Ça vient de la définition d'union. Il existe un M tel que, eh bien, X appartient à UPM. Et comme UPM est un sous-groupe, ça veut dire que il existe un, je vais me permettre de l'appeler, je vais l'appeler Y. Donc il existe un Y dans UPM tel que X fois Y est égal à 1. Donc ça veut dire que je suis en train de dire qu'il existe un inverse dans GP. Et donc, ça me permet de conclure qu'en effet, Y, puisqu'il est dans un des UPM, il est nécessairement, UP puissance M, il est nécessairement dans GP. Bon, très bien, super. Et maintenant, soit X et Y dans GP. Et c'est là où les choses vont se corser un tout petit peu. Alors elles vont se corser un tout petit peu parce que là quand je prends XY dans GP, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien j'ai X qui est dans un des UPM, mais j'ai Y qui peut appartenir à un autre des UPM. C'est là la petite subtilité qui pourrait se passer là. Donc du coup, je traduis, hein, donc il existe M, ça marche tel que X est dans UPM, mais il faut bien avoir en tête qu'il existe également on peut l'appeler N, hein, je n'ai pas encore utilisé N, donc pourquoi pas. Il existe un M dans les entités naturelles tel que Y appartient à UPN.
Maintenant la question c'est à quoi appartient x fois y? Et bien pour répondre à cette question, il suffit d'être un petit peu malin et de se poser la question, oui mais à quelle puissance je dois élever x fois y pour que ça donne 1? Et si on se pose quelques instants sur cette question, on peut se rendre compte que par exemple, hein, il suffit d'un exemple qui marche bien. Hein, on pourrait chercher le minimum des exemples qui marchent bien, mais je vais juste donner un exemple qui marche bien. Un exemple qui marche bien, ça serait de prendre tout ça à la puissance m plus, à la puissance p puissance m plus n. Ça, c'est un exemple qui marche bien. Et vous allez voir dans un instant pourquoi il marche très bien. Donc il marche très bien parce que, bah, en effet, ça, c'est la même chose que donc x puissance p puissance n. Je vais le mettre, oui, c'est m d'abord. P puissance m puissance p puissance n fois y puissance p puissance n, le tout puissance p puissance m. Faut s'accrocher, hein, ça fait beaucoup de puissance. Bon, pas de mauvais jeu de mots quand même, mais voilà, ça fait beaucoup de puissance. Et du coup, bah, là, on peut utiliser maintenant le fait que x puissance p puissance m, ça fait 1, donc bah, ça vient de là. Hein. Donc ça fait 1. Du coup, le premier vaut 1, puisque j'ai 1 puissance p puissance m. Et de l'autre côté, j'ai y puissance p puissance n. Je sais que y est dans ce groupe unité, donc ça va donner 1 encore une fois. Donc le produit vaut 1. Super. Donc ça veut dire que x fois y appartient à u p puissance m plus n. Donc ça veut dire, à plus forte raison, que gp, que xy appartient à gp. Donc x fois y appartient à gp. Voilà, je viens donc de démontrer que gp c'est bien un groupe. D'accord? Et vous voyez qu'il y a quand même cette question d'avoir des unions d'éléments qui sont inclus les uns dans les autres, qui permettent de conclure que cette union-là, dénombrable, est bien un groupe. Bon, alors maintenant qu'on s'est assez bien amusé, qu'on a essayé de comprendre un petit peu mieux ce que c'était GP, on va maintenant se lancer vraiment ce défi de comprendre quels sont ces sous-groupes stricts de GP. Et donc, bah maintenant c'est là où on rentre dans le dur. Et donc bah, je vous invite maintenant vraiment à faire une nouvelle pause. Et là je vous conseille vraiment de bien y réfléchir, de vraiment faire. Parce que là c'est pas une question facile, hein. C'est vraiment pas une question facile, a priori, parce que j'ai donné aucune indication. Donc, quels sont les sous-groupes stricts de GP avec la multiplication donc. Bon bah je vous invite à faire une pause avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution de cette chose. Ok. Bon alors maintenant, ça va demander un petit peu plus de boulot. Mais on devrait pouvoir s'en sortir. Hop. Donc bon qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, ce qu'on peut faire déjà, c'est que on va se dire, bah ok, je veux travailler avec des sous-groupes de GP. Bon, ok. Alors si je veux travailler avec des sous-groupes de GP, déjà tout de suite, on va s'en donner un. Soit H, je fais un beau H calligraphié, un sous-groupe strict de GP. Qu'est-ce qu'on entend par sous-groupe strict? Là, il faut quand même se poser un petit peu la question. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-groupe strict? Ça veut juste dire que je ne veux pas que le sous-groupe que j'ai pris soit exactement GP. Je veux prendre un groupe où il y a au moins un élément qui n'est pas dedans, qui est dans GP mais qui n'est pas dans H. D'accord? Donc dire qu'il est strict, c'est dire que H est tel que il existe un Y qui est dans GP mais qui n'est pas dans H. Ok, donc pour l'instant, rien de bien méchant. Alors maintenant, je vais affirmer quelque chose, car c'est là tout l'enjeu. Peut-être que vous avez une idée en tête de ce que pourraient être les sous-groupes stricts de GP.
Notamment avec ce que j'ai raconté un tout petit peu avant. Je vous ai fait la remarque que cette union-là, c'est pas n'importe quel type d'union. On est en train de faire une union de sous-groupes qui sont inclus les uns dans les autres. D'accord? C'est une union croissante, hein, si on voulait. Si on voulait faire une union, une suite d'unions, là, on est en train de faire une suite d'unions croissantes de groupes. Donc, avec cette idée-là en tête, a priori, on pourrait penser que les sous-groupes stricts de GP pourraient n'être que les UPM. Et là, c'est quand même quelque chose de très fort. Ça voudrait dire, du coup, que les sous-groupes stricts de ce groupe-là, qui est pourtant infini, sont finis. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Là, on a un exemple. On aurait, hein, parce que j'ai encore rien fait, rien dit, mais en tout cas, on aurait un exemple d'un groupe infini qui n'admet que des sous-groupes stricts finis. Enfin, je ne sais pas si vous aviez ce genre d'idée en tête, peut-être que vous vous étiez dit, si j'ai un groupe infini, alors nécessairement ces sous-groupes, je dois forcément pouvoir trouver un sous-groupe strict qui est infini. Ça pourrait être donc un contre-exemple. Ok, alors bon, bah dans ce cas-là, si on essaye de penser comme ça et en se disant, bah oui, ok, c'est possible que ça marche, ça. Si on se pose cette question, alors on peut essayer d'introduire une petite notion. Et la petite notion qu'on va introduire, qui n'est pas très difficile, hein, c'est juste une question d'indice en fait. On va essayer de se poser la question, si je prends un élément là-dedans, dans ce groupe, je vais me poser la question, mais dans quel UPN ça appartient? C'est pas fou comme question. On peut se poser juste la question, dans quel UPN ça appartient? Et plus précisément, on peut se poser la question, quelle est la valeur minimale de la puissance pour laquelle l'élément X que j'ai choisi dans GP est dans UPM? Bon, bah voilà, bah je vous introduis cette chose donc. Alors on va mettre ça de côté, ce raisonnement-là pour l'instant on va le mettre de côté, et je vous propose d'introduire la chose suivante. Pour X dans GP, considérons ce qu'on va appeler M de X, le min, donc le min des indices M dans grand N, tel que, eh bien, X appartient à UPM. Voilà, donc je vous propose de jeter peut-être un petit coup d'œil à cet indice. Et d'ailleurs, tout de suite, question, est-ce que cet élément-là, M de X, est bien défini pour n'importe quel X dans GP? Prenez juste 2 secondes. Ok, j'espère que vous avez pris 2 secondes. Oui, M de X est bien défini. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, cet ensemble-là est non vide, peu importe la valeur de X qu'on prend. Donc déjà, première chose, donc l'ensemble UPM est non vide. Car, comme X est dans GP, on sait déjà qu'il existe, ça vient juste de la définition d'appartenir à l'union, il existe, disons, un N appartenant aux entiers naturels, tel que, eh bien, X appartient à UPN. Voilà. Et du coup, bah, ça veut bien dire que N est un élément qui est dans cet ensemble. Donc ça veut dire que cet ensemble-là est non vide. Bon. Et deuxièmement, c'est un ensemble qui est inclus dans les entiers naturels. Donc comme c'est inclus dans les entiers naturels, ça admet un minimum. Donc ça admet normalement une borne inf, mais plus précisément ça admet un minimum étant donné que je travaille avec des entiers naturels. Donc c'est mieux qu'une borne inf. Donc l'ensemble ici, toujours le même, est inclus dans M. Donc avec ces deux propriétés, je peux affirmer que le minimum existe. Et est bien défini. C'est quand même une question qu'il faut se poser là. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. D'accord ? Donc voilà la chose assez intéressante là qui se produit, c'est exactement
que voilà, ce M de X est vraiment bien défini, il n'y a aucun problème. Bon, alors maintenant qu'on s'est posé cette question, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de dire, puisque là, comme je vous ai dit, on a cette optique, je me permets d'aller chercher une nouvelle craie, on a en tête l'optique que potentiellement le résultat de H pourrait juste être UPM. Alors, il y a peut-être moyen d'encadrer notre sous-groupe H par des UPM. Et des UPM peut-être assez précis, c'est-à-dire que ça va certainement dépendre des X qui appartiennent à H et des éléments qui n'appartiennent pas à H, notamment le Y qui est ici. Ok ? Donc on peut se poser ce genre de questions, et si on se pose correctement ce genre de questions, eh bien, on peut donc essayer de démontrer la chose suivante. Et je vais donc énoncer la prochaine étape. Alors oui, je vais peut-être réécrire la définition de M de X dans un coin. M de X, c'était le min de l'ensemble des entiers M dans N, tel que X appartient à UPM. Et donc ça, on a vu il y a quelques instants que c'était bien défini. Pour n'importe quel X dans GP. Donc là, la deuxième question que je propose de montrer, c'est la chose suivante. Montrer que, eh bien en fait, on a GP, oups, alors montrer que, je vais dire ça d'abord, pour tout X dans H, on n'a que UPMX est inclus dans H. De plus, pour tout Y qui n'est pas dans H, mais qui est dans GP, eh bien on va avoir que H est inclus strictement, donc n'est pas égal, à UPMY. Voilà ce que je vous propose d'essayer de démontrer. Et une fois qu'on aura démontré ça, je vous assure qu'on va pouvoir conclure exactement l'idée que nous avons en tête. C'est-à-dire qu'on va réussir à démontrer que les sous-groupes stricts de ce groupe-là sont bien juste les UPM. Et encore une fois, c'est quand même dingue. On est en train de montrer qu'on peut avoir un sous-groupe, qu'on peut avoir un groupe infini qui n'admet que des sous-groupes stricts finis. C'est quand même, j'aimerais que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de démontrer. C'est quand même une propriété assez étonnante, quoi, de ce groupe. Ok, alors on va commencer par montrer la première inclusion, ça me paraît être le plus simple à faire. Commençons par montrer la première inclusion. Ok, donc soit X dans H, montrons que UPMX est dans H. Alors, pour montrer ça, c'est pas quelque chose de très difficile si on y réfléchit un instant, parce que ça vient vraiment de la définition de M de X. Je vous rappelle que M de X, c'est le plus petit indice tel que X appartient à UPM. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que X n'appartient pas à UPMX moins 1, et X appartient à UPMX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que X n'a pas d'autre choix que d'être un élément primitif de UPMX. Donc X est primitif dans UPMX. Pourquoi c'est un élément primitif? Parce que l'ordre de n'importe quel élément dans UPM, ça doit être un ordre qui divise P puissance M. Mais pour diviser P puissance M, étant donné que P est un nombre premier, et c'est là où le fait que P est un nombre premier intervient. Jusqu'ici, on ne l'a pas vraiment utilisé, le fait que P est un nombre premier. Maintenant, nous sommes en train de l'utiliser. Nous sommes seulement maintenant en train de l'utiliser. Alors,
Il était peut-être un petit peu caché dans d'autres trucs que je n'ai pas fait vraiment attention, mais là ici, je pense que c'est l'endroit le plus important où le fait que P est un nombre premier intervient. Je suis en train de réfléchir un instant si on aurait eu des soucis pour P un nombre non premier, mais je pense qu'on n'aurait pas eu de soucis jusque-là. Je pense que vraiment le souci qui pourrait intervenir, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant parce que vraiment, il y a une question d'ordre qui n'est pas respectée, enfin qui ne serait pas facile à respecter si P n'était pas un nombre premier. Donc X est primitif pour ça, et donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'en effet, cela vient du fait que l'ordre de X divise P puissance mx. D'accord? Donc je vous rappelle que l'ordre de n'importe quel élément dans un groupe divise l'ordre du groupe, hein. C'est vraiment une propriété générale. Et de plus, vous êtes en train de dire que comme le x n'est pas dans P puissance mx moins 1, ça veut dire que n'importe quelle puissance plus petite que mx ne donne pas 0. Parce que P est premier. Donc or, P est premier. Ça veut dire que x, l'ordre de x, voilà, là je suis en train de juste de mettre un tout petit peu plus au propre la conclusion de x est primitif. Donc c'est juste dire que l'ordre de x est de la forme P puissance k avec k inférieur ou égal à mx, m de x. Mais ça peut pas être inférieur strict à m de x, parce que si c'était inférieur strict à m de x, ça veut dire que x est dans UPM de x. Donc ça marche pas. Et donc on conclut que l'ordre de mon élément ici, c'est m de x. Mais si l'ordre... Enfin, c'est P puissance m de x, pardon. Mais si l'ordre de x est exactement P puissance m de x, ça veut dire que l'élément x fait le tour de tout le groupe. Et comme x est dans H, les puissances de x appartiennent également à H. Donc ça veut dire que UPMX est bien inclus dans H. C'est joli quand même comme preuve. Donc on a x qui est primitif dans UPM, ok. Et donc ça veut dire que UPMX, m de x, peut s'écrire comme l'ensemble des puissances de x k appartenant à donc de 0, en considérant l'identité, donc 1 qui est dedans, ça c'est normal, jusqu'à P puissance mx moins 1. Évidemment, parce qu'une fois qu'on arrive à P puissance mx, ça donne à nouveau 1. On sait ça, parce que ça vient du fait que c'est primitif, et donc c'est pas très difficile de reprouver que dans ce cas-là, on est vraiment dans le cas où on a... Parce que tous les x puissance k doivent être distincts. Si à un moment donné, il y avait deux x puissance k, k et k' qui seraient la même chose, on se rendrait compte que k moins k' serait l'ordre, si k est plus grand que k', serait l'ordre de x, mais k moins k' serait donc strictement plus petit que p puissance m de x, et du coup on arriverait encore une fois avec une contradiction en disant en fait ça voudrait dire que x appartient à un des UP, enfin appartiendrait notamment à UPMX moins 1. D'accord? Ce qui est faux par rapport à l'hypothèse, le fait d'avoir posé m de x comme étant le minimum des valeurs pour lesquelles on appartient à un certain UPM. D'accord? Donc du coup, voilà, ça explique, je l'ai dit à l'oral rapidement, ça réexplique que, en effet, faire la puissance des x permet de faire le tour de tous les éléments de U puissance Pm de x. Et donc, j'efface ici, donc, comme x était dans H, eh bien on a que x, on a que UPMX est bien inclus dans H, puisque les puissances de x doivent être dans... toutes les puissances de x doivent être dans H. Donc ça veut bien dire que UP de M de x est dans H. Bon voilà, ok, alors là je viens de réussir déjà à montrer cette chose. Maintenant on va montrer l'autre chose, c'est que si je prends y qui n'est pas dans H, alors H est inclus strictement dans UPM de y.
là, je vais juste je vais juste effacer et remettre ça ici. Donc pour tout x dans H, on a montré que UP M de x est inclus ou égal à H. Maintenant, soit Y dans GP, Y qui n'est pas dans H, chose qui existe étant donné, c'est ce que j'ai écrit à la ligne là-haut, chose qui existe puisqu'on a pris un sous-groupe strict, hein. Montrons que H est exactement, est inclus strictement, donc c'est pas égal, à U, P, M de Y. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause à chaque étape hein, pour essayer de les faire par vous-même. Ok. Alors. Bon, alors là c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais on peut essayer de se poser des questions maintenant. Donc on peut essayer de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si je n'étais pas inclus dans P puissance M de Y? C'est ça qu'il faut avoir en tête maintenant, c'est qu'est-ce qui se passerait si j'avais un élément dans H qui n'est pas dans U puissance P M de Y. Alors faisons ça. Supposons qu'il existe Z dans H tel que Z n'est pas dans U P puissance M de Y. Et là, vous devriez vous dire, ouais, j'ai réussi à montrer une inclusion là. J'ai quand même réussi à montrer ça déjà. Je sais déjà que si X est dans H, là c'est le cas, Z est dans H, alors UP puissance MZ est inclus dans H. Je peux déjà dire ça. Donc UP puissance MZ est inclus dans H. Mais M de Z est plus grand que M de Y. M de Z est plus grand strictement que M de Y. D'accord? Puisque Z n'est pas dans UPM de Y. S'il n'est pas dans UPM de Y, il n'est pas dans les précédents. Mais il peut être, comme Z est dans GP, hein, puisqu'il est dans H, il doit nécessairement y avoir une puissance à la partir duquel, donc encore une fois, le M de Z est bien défini, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc on a ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UPM de Y est inclus dans H alors. Puisque là, je viens de prendre tous les éléments qui sont d'ordre P puissance M de Z. Les éléments qui sont d'ordre P puissance M de Z, là-dedans, il y a également les éléments qui sont d'ordre M puissance M de Y. Et oui, parce que, on l'a pas dit hein, avant, mais ça serait bien de le dire, que si j'ai UP puissance N, que je veux comparer avec UP puissance M, si j'ai N qui est plus petit que M, plus petit ou égal, et ben j'ai inclusion. Hein? Je vous l'ai dit qu'il y avait inclusion. Il y a un moment, il faut l'utiliser quand même. Et bien là, encore une fois, on l'utilise. On l'a déjà utilisé dans d'autres circonstances. On le réutilise encore. Car ici, ça me permet de dire en effet qu'on a cette inclusion. Donc vraiment, c'est pas très difficile pour vous en convaincre de le faire, vraiment. Puisque il suffit de mettre un nombre à la puissance P puissance M et mettre à la puissance P puissance M. C'est la même chose que mettre à la puissance P puissance N. P puissance... Que je fasse pas de bêtises. Ouais, P puissance N plus M moins N. Voilà, c'est ça. Donc si vous faites comme ça, c'est terminé. Il n'y a presque rien à faire. Donc cette inclusion est assez évidente à démontrer, je vous laisse le faire vite fait, mais voilà, on a cette inclusion-là. Et du coup, de cette inclusion, on conclut alors que U P puissance M de Y est inclus dans H. Oui, mais du coup, Y appartient à UPM de Y, hein, puisque Y est dans GP, on a dit que voilà, si je prends l'indice le plus petit, le plus petit, Y est dedans. D'accord? Donc, or, Y est dans U
UPM de Y, donc contradiction. Contradiction, Y serait dans H. Hein, là, j'arrive à conclure que Y est dans H. Ce qui est quelque chose que j'ai supposé être faux au départ, d'accord? Donc Y ne peut pas être dans H. La conclusion est alors que ce que j'ai supposé ici, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a un Z dans H qui n'est pas dans UPM de Y, c'est faux. Donc ça veut dire que si j'ai Z dans H, alors Z est dans UPM de Y. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté là? Non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est... Laissez-moi juste un instant. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc si j'ai un Z dans... Oui, donc je l'ai bien dit dans le bon sens. Donc ça veut dire que si Z, qui appartenait à H, doit appartenir à UPM de Y. Et donc là, on conclut déjà que H est inclus dans UPM de Y. Bon, puis on veut conclure que c'est inclus strictement. Bah pour pouvoir conclure que c'est inclus strictement, il suffit de dire que Y n'est pas dedans. Comme Y n'est pas dedans, bah ça veut dire que c'est pas vraiment UPM de Y que je dois avoir. Donc je vais effacer là. Voilà. Donc juste pour conclure que pourquoi c'est strict, le fait que ça devienne strict, ça vient du fait, donc le fait d'avoir H inclus strictement dans UPM de Y vient de Y qui n'appartient pas à H et qui pourtant appartient à UPM de Y. Bon ben voilà, je viens donc de vous démontrer que si j'ai un élément dans H, alors le UPM est inclus dans H, et je viens de vous montrer en plus que si j'ai un élément qui n'est pas dans H, alors H est inclus dans le UPM en question. Je viens déjà de démontrer que H est un sous-groupe fini, puisque je suis inclus dans un sous-groupe fini. C'est quand même fou, hein. Là, je viens déjà de vous démontrer que, comme je suis inclus dans un sous-groupe fini, H est un sous-groupe fini. Ok, et bien maintenant, tentons de conclure le résultat qu'on pressentait et qui peut être assez surprenant, que H est exactement égal à 1 des UPM. Alors maintenant, je vais juste réécrire ce qu'on vient de démontrer dans le coin. On a démontré aussi que pour tout Y qui est dans GP mais pas dans H, on a que H est inclus strictement dans UPM de Y. D'accord? Donc on vient de démontrer ça. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre raisonnement. Donc je vais enlever mon trait là. Maintenant qu'on a fait tout ce boulot, on peut reprendre notre raisonnement et le terminer. J'ai H donc un sous-groupe strict de GP. Comme c'est un sous-groupe strict de GP, il existe bien un Y dans GP qui n'est pas dans H. Par conséquent, d'après 2, j'en déduis déjà que GP est inclus strictement dans un des UPM Y. GP, pas GP, pardon, H. C'est H. Donc H est inclus dans un des UPM de Y. Bon. Donc ça veut dire que H est déjà un groupe fini. Donc H est un sous-groupe fini. Comme c'est un sous-groupe fini, rien ne m'empêche de considérer l'indice que je vais appeler mu, qui correspondrait à la plus grande puissance de P pour laquelle... Enfin, comment dire, je vais l'écrire. Je vais écrire la chose suivante, je vais poser soit mu, je vais l'écrire, vous allez comprendre, soit mu comme étant le max parmi les éléments de H des M de X.
Ouais, donc je devrais plutôt l'écrire dans l'autre sens, là, j'ai pas très bien fait là. Donc c'est des m de x pour x éléments de h. Donc je pose mu comme étant cette chose-là, très bien. Et ce que j'affirme, c'est qu'on peut montrons que h est exactement égal à u p puissance mu. Et si on arrive à montrer ça, on a terminé et on aura donc totalement étudié les sous-groupes stricts de GP croix. Les sous-groupes stricts de GP croix sont exactement les u puissance m. Très bien, ok. Alors déjà, on peut affirmer que n'importe quel élément, donc la première chose qu'on peut affirmer, c'est la chose suivante. Pour tout x, pardon, donc pour tout x dans H, on peut déjà affirmer que x appartient à up puissance mu. Pourquoi? Parce que ça vient tout simplement de la construction. Mu, c'est le max des indices de m de x. Donc ça veut dire que up mu, je sais que up, donc je vais écrire comme ça, je sais que upm de x est inclus dans up mu. D'accord? Et c'est vraiment dû à la construction du fait que j'ai pris mu comme étant le max de tout ça. Donc, en ayant dit ça, je suis déjà sûr que H est inclus dans up mu. Ok, très bien. Bon, et puis maintenant, supposons que ce ne soit pas exactement up mu. Supposons, car je ne suis pas allé au bout du raisonnement que j'ai fait ici. Je ne suis pas allé au bout du raisonnement que j'ai fait ici pour 2. Je pourrais aller plus loin pour 2. Je pourrais aller plus loin. Donc là, sans le dire, en fait, avec cette histoire d'inclusion, j'ai utilisé le premier point. Plus ou moins sans le dire. Puisque je sais déjà que les... Attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Ah mais non, je suis bête, c'est bon, je peux terminer, j'ai pas besoin de refaire un raisonnement. Excusez-moi, je pensais que j'avais besoin de faire encore un raisonnement, mais j'ai plus besoin de faire de raisonnement. Puisque là, je viens de vous expliquer que par construction, H est inclus dans up mu. D'accord? Et vous savez que mu, c'est le max des mx. D'accord? Vous savez que n'importe quel upmx est inclus dans H, d'après 1. C'est vrai que je l'ai pas encore utilisé. Je suis bête, je l'ai pas encore utilisé. Je croyais que je l'avais utilisé, mais je l'ai pas encore utilisé. Donc, or, d'après 1, pour tout x dans H, on n'a que upmx, donc là je suis en train juste de réécrire la propriété là-haut, est inclus dans H. Et donc en particulier, comme mu c'est un max, donc je suis bête, j'allais partir sur un autre truc, mais désolé. Hein. Donc le max, il est atteint par une des valeurs de x. Donc ça veut dire en particulier que Pmu est inclus dans H. Bon voilà, on a les deux inclusions donc. On a les deux inclusions. On conclut donc que H, c'est bien exactement égal à Upmu. Donc tous les sous-groupes stricts de GP avec la loi Foy, c'est les UPM. Ce sont que des sous-groupes finis, très simples. C'est un joli petit exercice, enfin j'espère que voilà, vous voyez quand même à quel point c'est quand même un joli résultat, parce que quand même on a montré ici, avec cet exemple, puisque c'est donc un contre-exemple de quelque chose qu'on pourrait penser, on vient de montrer qu'il peut exister des groupes infinis, tels que tous ces sous-groupes stricts sont finis. Et c'est ce qu'on vient de faire, on vient de montrer que ce groupe-là, qui est infini, n'a que des sous-groupes stricts qui sont finis. Et donc, vous pourriez vous poser la question, mais d'où vient ce joli petit exercice, cette jolie idée de poser ça comme un exercice? En fait, c'était pas un exercice à la base, ça vient juste d'un bouquin que je vous ai déjà cité à plusieurs reprises lors des exos
de colle et petit exo de colle précédent. Ça vient encore du Hochkorn, du bouquin Hochkorn des 500 contre-exemples. C'est vraiment une source d'exercices vraiment super et d'exemples et de contre-exemples très intéressants comme celui-là. Un exemple voilà, d'un groupe infini qui n'admet que des sous-groupes stricts finis. Je trouve ça assez dingue d'avoir un exemple comme ça. Et j'espère que vous aussi, je vous ai un peu galvanisé sur le fait que oui, voilà, on a un groupe infini qui a des sous-groupes finis. Et donc ça contredit vraiment des idées qu'on pourrait avoir en tête en se disant, bah ouais, si j'ai un groupe infini, il y a nécessairement un sous-groupe strict qui doit être infini. Et bah pas nécessairement. On voit que la structure de groupe, c'est quand même quelque chose de pas si simple à manipuler. Et même en travaillant avec des groupes très gentils, eh bien ça peut se passer mal, en un certain sens. Puisque là, avec ce groupe-là, bah, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent pas aussi bien qu'on aurait peut-être pu le penser. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de cet exercice qui est vraiment très très joli. Et vraiment la chose difficile à laquelle il fallait penser, même si on peut vraiment avoir cette petite idée, parce que depuis le début, si on y réfléchit bien, depuis le début quand on travaille avec GP, on n'arrête pas de jouer avec le fait qu'on est dans un des UP puissance M. Donc si on joue avec ça, et c'est vraiment avec cette idée-là en tête, que cette idée de poser ce truc-là, M de X égale le min, là, des indices pour lequel X appartient à UPM, à partir du moment où on a cette idée-là, on arrive à débloquer un peu tout, puisque comme vous voyez, on arrive à montrer des inclusions dans un sens ou dans l'autre, suivant si on prend un élément qui est dans H ou un élément qui n'est pas dans H. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très joli, et avec déjà tout ça, on arrive à montrer que H est un sous-groupe fini, grâce au fait qu'on sait qu'il y a un élément qui n'est pas dans H. Donc c'est vraiment très joli. Enfin, moi je trouve que c'est un exercice très sympathique et j'espère que je vous aurai convaincu également que cet exercice est vraiment très joli. Bon, ça fait 50 minutes, je pense que j'ai dû passer pas mal de temps à essayer de vous galvaniser au maximum concernant cet exercice, parce que je trouve que cet exercice, même s'il n'est pas d'une difficulté énorme, mais il faut quand même avoir les bonnes idées, parce que c'est pas si simple, cet exercice-là est vraiment loin d'être très simple, sans sous-question en tout cas, c'est vraiment loin d'être très simple. Donc c'est quand même, je trouve, un exercice très intéressant à faire. Et vous voyez que ça manipule juste la notion de groupe de manière très basique. Donc voilà. Et c'est ce pourquoi je voulais vous partager cet exo de colle, que je n'avais pas encore partagé. J'étais un peu étonné de ne pas l'avoir encore fait. Ben voilà, c'est fait maintenant. Il fait partie de cette banque d'exercices que je m'acharne à vous proposer et à agrandir petit à petit. Bon, sur ce, comme d'habitude, le refrain que j'ai maintenant, que je ressors sans cesse à la fin des vidéos. Donc, si vous connaissez des camarades ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, qui serait intéressé par ce genre de vidéo, et peut-être cette vidéo en particulier, ou le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à partager la chaîne ou la vidéo avec d'autres camarades. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions, vos questions et autres concernant cette vidéo ou toute autre chose. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires positifs, ça motive, surtout avec cette période-là d'écriture de thèse qui démarre tout doucement. Enfin, pas tout doucement, mais plus que doucement, parce que bon, il y a plein de choses qui se font en parallèle. Donc l'écriture d'articles qui va jouer un rôle sur l'écriture de ma thèse, je vous le dis sans arrêt, mais c'est toujours d'actualité et ça le sera tout le temps jusqu'à ce que j'aurai terminé l'écriture de la thèse, c'est-à-dire au moins jusqu'à juillet. Donc je risque de vous embêter encore longtemps avec ça, mais bon, c'est normal, je suis en doctorat, je vous rappelle, donc voilà, c'est le principe d'un doctorat, il y a une écriture de thèse au bout de la clé. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça aussi ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens abonnés à la chaîne. On va atteindre bientôt les 1200 abonnés. Moi je trouve ça assez fou quand même d'avoir atteint ce nombre d'abonnés, même si bon, pour moi c'est pas forcément ce qui compte, mais juste de voir que ça intéresse de plus en plus de gens, ça fait vraiment très plaisir, et donc ça donne vraiment envie de continuer. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc sur ce, passez une bonne semaine ou quoi que ce soit, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.